Cette semaine à l'émission, Jessie Laflamme nous propose 5 différentes promenades afin de sortir de notre zone de confort. Ensuite, André Raymond de l'organisme Entraide d'œil nous présente ses 2 groupes de soutien. Mais avant tout, on rencontre Caroline Collin de l'organisme Cobali afin de souligner la Journée mondiale de l'eau du 22 mars prochain. Bonne émission! Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Et cette semaine, en fait, lundi de la semaine prochaine, c'est la Journée mondiale de l'eau, qui est le 22 mars. Et pourquoi c'est important de souligner la Journée mondiale de l'eau? Bien, dans le fond, la Journée mondiale de l'eau, c'est une célébration annuelle de l'eau douce qui a été mise en place par les Nations unies. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de nous rappeler l'importance de l'eau douce, qui est la seule à pouvoir être potable. Donc, c'est essentiel à notre survie. Mine de rien, c'est important. Puis, aussi, notre chance d'avoir accès à cette ressource-là. Parce que, bon, sur Terre, oui, il y a beaucoup d'eau, on l'appelle la planète bleue. Par contre, la majorité de cette eau-là n'est pas potable parce que c'est de l'eau salée. Puis nous, bien, au Québec, on est chanceux, on en a 3 % des réserves d'eau douce de la planète. Donc, c'est important. C'est à la fois une chance, mais aussi une responsabilité parce que si on veut s'assurer de pouvoir continuer d'y avoir accès, bien, il faut la protéger, il faut bien la gérer. Et puis de là, évidemment, bien, nous, le Cobali, étant donné qu'on est un organisme de bassin versant, on travaille directement au niveau de l'eau puis au niveau de la gestion intégrée de l'eau. On va y revenir plus tard, je suis certaine. Donc, voilà, ça rejoint, dans le fond, directement notre mission. Parce que justement, je pense que c'est important de mentionner qu'il y a 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Effectivement. Et donc, comment Cobali, en fait, c'est quoi la mission de Cobali? Comment qu'elle vient aider à bien faire la gestion de l'eau douce? Bien, dans le fond, nous, notre mission, c'est vraiment de protéger, améliorer, mettre en valeur la ressource eau dans les bassins versants qu'on couvre. Donc, c'est-à-dire le bassin versant de la rivière du Lièvre, de la rivière Blanche aussi, celle qui est située dans la MRC Papineau. Puis aussi au niveau du ruisseau Pagé qui coule principalement dans le secteur Buckingham et Masson-Angers un petit peu. Et puis, donc, c'est ça, on s'intéresse non seulement à l'eau, mais aussi aux écosystèmes associés, donc c'est-à-dire aux habitats aquatiques, pour la faune, la flore aussi qui est présente à ce niveau-là. Puis tout ça, bien, c'est dans l'idée du développement durable qu'on entend quand même pas mal parler. Et puis, ça se fait aussi en concertation avec les différents acteurs de l'eau. Puis peut-être préciser, parce que nous, dans notre jargon, un bassin versant, c'est évident, on sait de quoi on parle, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, un bassin versant, dans le fond, c'est le territoire de l'eau. C'est-à-dire que c'est bien différent des municipalités, des régions, des provinces, tout ça. Donc, c'est vraiment propre à l'eau. Donc, c'est délimité par le sommet des montagnes, par les terrains plats, les terrains plus élevés. Dans le fond, ça fait en sorte que toute l'eau qui se trouve qui circule dans les ruisseaux, les lacs, les rivières, sur ce territoire-là, bien, va s'écouler tout vers un même cours d'eau principal qu'on appelle un exutoire dans le domaine. Puis c'est la même chose au niveau de toute la pluie qui va tomber, la neige aussi qui va fondre au printemps. Tout ça va vraiment s'en aller vers un même endroit. Puis pour faire peut-être une analogie, là, donner une image aux gens, si on pense à un arbre feuillu qui a plusieurs branches, plusieurs ramifications, là, vraiment jusqu'aux feuilles, mais tout ça est rattaché à un seul tronc. Donc, c'est l'idée du bassin versant, là, les différents cours d'eau qui sont rattachés à un seul et même cours d'eau final. Donc, les objectifs derrière Cobali, c'est de s'assurer du développement durable, mais c'est encore plus que ça? Oui, bien, c'est sûr que nous, c'est précisément au niveau de l'eau. Donc, l'idée derrière les organismes de bassin versant comme le Cobali, c'est de mettre en œuvre, dans le fond, la gestion intégrée de la ressource en eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça. Dans le fond, c'est simplement l'idée de venir tenir compte de tous les usages qu'on fait de l'eau dans un même bassin versant. Donc, sur un même territoire, on utilise de l'eau potable, on va utiliser de l'eau, les agriculteurs vont utiliser de l'eau pour nourrir leurs animaux, pour arroser dans les champs, les industries vont utiliser de l'eau, vont faire des rejets aussi. Les municipalités, même chose, avec les égouts, les aqueducs, tout ça. Donc, bref, tous les acteurs dans un territoire vont utiliser l'eau et cette utilisation-là va avoir un impact sur justement la qualité de cette eau-là. Donc, c'est de venir tenir compte de tout ça, de nos besoins, de nos intérêts en tant qu'humains, mais aussi, dans le fond,
prendre en compte la capacité du territoire, donc de la ressource en eau, de répondre à ces besoins-là. Et tout ça dans l'idée de venir concilier nos usages avec la capacité du territoire. Donc, faire une histoire courte, là, ça ressemblerait un petit peu à ça. Puis, peut-être si je peux ajouter, peut-être pour rendre ça un peu plus concret, qu'est-ce qu'on fait le COBALI? On fait, comme je l'ai dit un petit peu, de la concertation, de la mobilisation des acteurs. On va aussi élaborer et puis faire le suivi d'un plan directeur de l'eau. Venir acquérir des connaissances aussi sur l'eau, parce que si on veut bien la protéger, bien la gérer, encore faut-il savoir dans quel état elle se situe, dans quel cas elle se trouve, c'est-à-dire. On fait aussi de l'éducation, de la sensibilisation, de l'information des citoyens puis des autres acteurs. Puis enfin, on fait un petit peu aussi de gestion et de réalisation, puis on collabore à certains projets sur le terrain, mais ce n'est pas notre focus. Notre focus est vraiment plus au niveau, comme je disais tout à l'heure, de la concertation, de la mobilisation. Et pour venir justement mieux concrétiser ce que vous faites chez COBALI, vous avez créé à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau des capsules vidéo. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus de sur quoi qu'on retrouve dans ces capsules? Oui, bien dans le fond, cette année, le thème de la Journée mondiale de l'eau, c'est la valorisation de l'eau selon tous ses usages. Donc, c'est un petit peu à quoi on vient répondre. Dans le fond, notre idée, c'était vraiment de démystifier le parcours de l'eau domestique. Donc, on a appris souvent à la petite école le cycle naturel de l'eau, mais l'eau qu'on boit, qui est rendue potable, qui sort de notre robinet, d'où elle vient, par quelles étapes, par quel processus elle passe, puis comment notre utilisation a un impact justement sur cette eau-là qui va retourner par la suite dans la nature, qui va retourner dans les rivières, dans les cours d'eau ou dans le sol, qui rejoignent l'eau souterraine. Donc, c'était vraiment de venir démystifier tout ça. Donc, puis aussi de montrer comment, en tant que citoyen, justement, on a un impact, mais on a aussi un pouvoir d'agir, de réduire cet impact-là pour protéger nos lacs et nos rivières. Donc, plus précisément, dans le fond, dans la première capsule, on va aborder le traitement de l'eau potable à partir de l'eau de surface. Donc, ici, on s'est intéressé à la rivière du Lièvre avec l'usine de traitement de l'eau potable qui est située dans le secteur Buckingham. Donc, de venir voir l'eau qui sort du robinet des habitants du secteur Buckingham et du secteur de Masson-Angers, d'où elle vient et par quel traitement elle passe. Ensuite, dans la deuxième capsule, on s'intéresse au même principe, mais au niveau de l'eau souterraine. Donc, si on a un puits individuel à la maison, ça veut dire qu'on puise de l'eau, on puise dans l'eau, oui. On puise dans le sol de l'eau souterraine. Donc, qu'est-ce que c'est cette eau-là, puis comment ça arrive chez soi. Là. Il y a aussi, au niveau les municipalités vont aussi parfois puiser dans l'eau souterraine pour apporter de l'eau potable à leurs citoyens. Donc, on essaie de démystifier ça un peu. Dans la troisième capsule, on s'intéresse vraiment à l'eau à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau à la maison? Une fois qu'on l'a utilisée, ça devient de l'eau usée, qu'on appelle. Donc, on essaie de trouver des trucs pour économiser cette eau-là, pour avoir moins besoin de la traiter par la suite. Et puis, c'est ça. En gros, au niveau de la quatrième capsule, on s'intéresse, oui, à l'eau chez soi, mais sur notre terrain. Parce que l'eau de pluie, comme j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, elle va retourner, elle aussi, elle va s'en aller, dans le fond, c'est ça, dans les cours d'eau. Puis, elle a un impact sur la qualité aussi de l'eau. Puis, on boucle le cycle avec le traitement des eaux usées. Donc, l'eau qu'on a utilisée à la maison ne s'en va pas, en tout cas dans la majorité des municipalités au Québec, et heureusement que c'est le cas. Elles sont traitées par des usines de traitement des eaux usées. Donc, on essaie de voir un petit peu plus c'est quoi ce processus-là et puis comment on fait en sorte justement de retirer un maximum de polluants pour que l'eau qui va ensuite retourner dans les cours d'eau ne vienne pas finalement nuire aux habitats aquatiques puis à la qualité de l'eau en général dans les cours d'eau. Donc, ça fait le tour un petit peu là, des 5 capsules qu'on va pouvoir voir. Dans le fond, ça va être à raison d'une par semaine à partir du 22 mars. Et puis, voilà, ça s'adresse vraiment aux citoyens. L'idée, c'est vraiment de venir démystifier, vulgariser là, les différentes étapes du cycle de l'eau domestique.
On vous invite donc à aller vous informer sur les capsules de Cobali qui seront disponibles sur YouTube, mais comment peut-on concrètement participer à la Journée mondiale de l'eau? Bien, c'est sûr qu'en s'informant, hein, dans le fond, en regardant nos capsules, c'est une bonne façon de s'informer, puis d'informer nos proches aussi par rapport à l'importance de l'eau douce. Aussi, bien, de prendre des actions individuelles pour économiser l'eau potable, éviter de jeter des déchets dans la toilette et dans les lavabos à la maison, tout ça, les rejets toxiques. De prendre des actions collectives aussi, donc avec d'autres personnes, par exemple, de s'impliquer dans un organisme de bassin versant, de s'impliquer dans une association de lacs si on habite sur le bord d'un lac, dans un groupe environnemental. Bref, il y a plusieurs façons. Puis, peut-être en terminant, j'inviterais les gens à découvrir les lacs à proximité de chez eux, les rivières, les ruisseaux, les milieux humides. En les connaissant mieux, je pense que ça va nous donner le goût aussi de mieux les protéger. Bien, un grand merci d'avoir participé à notre émission et de surtout nous avoir conscientisés sur le parcours de l'eau et sur l'eau en général. Et maintenant, on poursuit avec la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Merci beaucoup, Jessie, d'avoir accepté notre invitation pour nous faire une chronique culturelle. Et Oui. cette semaine, je pense que tu nous amènes faire des promenades à l'extérieur. Oui, c'est en plein ça. En fait, moi, ma mission dans la vie, c'est d'envoyer promener les gens. C'est drôle à dire, mais c'est ça que c'est pareil. Évidemment, c'est dit de façon humoristique. La façon de faire, tu sais, on pense souvent, les gens disent on n'a rien à faire, c'est le temps de la COVID. Eh bien, surprenamment, non, c'est pas vrai. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Les règles de la COVID permettent, entre autres, d'être dehors 8 personnes à l'extérieur, 8 personnes de différentes adresses. Donc, il y a des choses à faire. Et nous, ce qu'on offre en Petite Nation, c'est 5 promenades culturelles, 5 promenades, en fond. Et c'est pourquoi qu'on envoie promener les gens. Ça commence avec la promenade bucolique qui met de l'avant notamment les chutes de Plaisance. Avec la crue printanière, en ce moment, c'est vraiment un détour qui vaut la peine. Juste le son des chutes, c'est assez extraordinaire. Le site ouvre prochainement au mois d'avril, donc à mettre sur sa liste de choses à faire. La promenade bucolique aussi, c'est tout ce qui est route, tout ce qui est paysage. Et ça, on sait qu'on en a beaucoup dans notre territoire. Je pense notamment au chemin d'eau, qui est la route touristique de l'Outaouais qui sillonne la 148. Donc, où on peut voir la rivière des Outaouais sur toute sa longueur. Il y a également les routes 315, 323, 317. On y retrouve des paysages à couper le souffle. Beaucoup d'animaux, entre autres, là, les gens qui aiment voir les fermes, les pâturages, là, on peut voir des alpagas, des bœufs, plein de choses. Donc, promenade bucolique, ça fait un peu le tour. Ensuite, on va justement, tu l'as dit d'entrée de jeu, promenade culturelle. Et oui, on a une promenade culturelle et je dirais qu'en ce moment, le moment fort, c'est la Femme Expo, qui est une exposition du Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. C'est à Montebello et c'est un concept qui revient depuis 2009. En fait, ce sont des femmes qui s'unissent pour créer. En fait, ils créent chacune une œuvre sur le thème. Cette année, c'est le thème Urgence. Et c'est 38 femmes là, qui dévoilent leur savoir-faire. Donc, ça vaut la peine. En plus, il y a la boutique La Fouinerie sur place du Centre culturel où on retrouve plusieurs créations, dans le fond, d'artistes locaux. Promenade culturelle, c'est aussi le lieu historique national du manoir Papineau. On ne peut pas le visiter bientôt, mais je vous en parle tout de suite parce qu'il y a des milliers de dollars qui ont été investis, même des millions, au cours des dernières années pour le remettre au goût du jour, mais tout en gardant évidemment sa saveur historique. Donc, un autre moment fort là, de la promenade. Chocomotive, on va penser que c'est plus gourmand. Oui, effectivement, c'est gourmand, mais c'est aussi le seul économisé en Outaouais. Ça se déroule encore une fois à Montebello. Et la particularité, c'est qu'on peut voir les maîtres du chocolat en fait, ils travaillent le chocolat directement sous nos yeux. Donc, il y a des capsules informatives aussi qu'on peut découvrir. Donc, on peut apprendre la différence notamment entre le chocolat blanc et le chocolat noir. Donc, volet culturel. Les boutiques aussi, quoi de mieux que de se promener un peu. Il commence à faire chaud, il commence à faire beau, on va en profiter, on veut être dehors. Bien, il y a plusieurs belles boutiques qui est possible de visiter. Je pense aussi à l'avenue Bockiam, là, qui n'est pas sur mon territoire, mais qui est quand même une belle route à aller voir. Et pourquoi pas se procurer un livre à la librairie Rosemary notamment, ou au Centre d'action culturelle, encore une fois, à la boutique La Fouinerie, pour découvrir des artistes, des auteurs, dans le fond, d'ici. On en a plusieurs, là, je pense spontanément à Christian Quesnel, BDiste, qui habite à Saint-André-Avelin, qui vaut la peine d'être découvert. Et il y en a plusieurs autres. Promenade culturelle aussi, c'est de l'art public.
Le bronze de Guy Lafleur est un bon exemple. À Tursault, on peut voir le fameux démon blond sur toute, en fait, grandeur réelle. Donc, un petit détour à Tursault. Chaque fois qu'on y va, il y a souvent des gens qui se font photographier à cet endroit. Mais on a aussi plusieurs autres œuvres d'art public. Là, je pense au Cadran solaire à Papineauville, ainsi que il y a plusieurs symposiums qui se sont déroulés dans les dernières années où on peut observer les œuvres, dont à Duhamel, Namur, Plaisance, plusieurs, et Val-des-Bois aussi, qui a été, c'est la dernière année. Donc, un petit détour à Val-des-Bois. Donc, voici, ça fait déjà 2 promenades bucoliques culturelles. La promenade gourmande, j'en ai parlé un peu avec Chocomotive et qu'on est chanceux. Et en plus, maintenant, vu qu'on est en zone orange, eh bien, c'est possible d'aller dans les restaurants, maximum 2 adultes. Non, c'est pas obligé d'être de la même adresse. On me pose souvent la question, ça peut être des adultes qui proviennent de 2 adresses différentes avec leurs enfants. Donc, les restaurateurs sont très, très, très contents de pouvoir accueillir de nouveau les clients. Et on a aussi une panoplie de produits. Là, je pense au brasseur de Montebello, fromagerie Montebello. On a 2 autres fromageries, une à Saint-Six, une à Papineauville. Et évidemment, les produits d'érable, là, on ne peut pas passer à côté. C'est le temps des sucres. Et on a Ma Cabane à la maison qui boit son plein en ce moment. Là. C'est très populaire. Et Domaine l'Ange Gardien en fait partie. Il y a Croquet l'Outaouais aussi, qui est un produit local où on met des produits de l'Avent. Donc, et on a Timos à Papineauville aussi qui offre des produits de l'érable. Bien, ces produits, dans le fond, de cabane à sucre qui livrent directement à la maison. Donc, ou qu'on peut aller chercher aussi. Donc, pas de raison de passer à côté du temps des sucres cette année, malgré la situation et qu'on connaît. Est-ce que tu me suis encore, Stéphanie? Oui, je suis totalement là. Mais en fait, justement, j'avais une petite question pour les cabanes à sucre à la maison. Oui. Est-ce que les cabanes à sucre, parce que là, c'est les cabanes à sucre à la maison, donc le principe, c'est d'aller chercher sa nourriture et de la ramener chez soi. Oui. Mais est-ce que les cabanes à sucre sont ouvertes? Pas nécessairement, non, c'est justement le principe de... Mais je dis ça, mais je conseillerais quand même d'appeler avant. D'un coup qu'on ne sait jamais, hein, ça pourrait changer aussi les règles, les règles de santé publique, d'un coup qui permettraient la réouverture. Je conseillerais d'appeler parce que je sais aussi qu'il y a des restaurants qui font des menus spéciaux cabane à sucre. Donc, toujours préférable. Pour l'instant, je crois que c'est non, mais on se croise les doigts peut-être qu'ils seront en mesure là, d'accueillir quelques personnes. Donc, on peut quand même aller se sucrer le bec malgré le fait d'être en zone orange. Effectivement. Et pour les plus sportifs, qu'est-ce que tu as à nous proposer? On a la promenade sportive, effectivement. Promenade sportive, c'est tout, en fait, là, c'est tout ce qui est plaisir actif avec ou sans moteur. Donc, parce que je dis moteur là, parce qu'on a une école de conduite de Land Rover, c'est une des seules au Canada et c'est à Montebello. Donc, c'est une activité que les gens connaissent peu, mais qui est assez impressionnante à faire. C'est ceux qui veulent sentir des sentiers battus un peu, qui s'ennuient. C'est une activité à pratiquer. Tout ce qui est sportif aussi, on sait qu'en ce moment, ce qui est très populaire, c'est le fat bike. Montagne Noire, c'est une nouvelle activité. Bien, c'est pas de nouveau, mais en fait, ça prend beaucoup d'ampleur. C'est une activité qui est offerte au Parc des Montagnes Noires. Tout ce qui est randonnée aussi est très populaire. On le sait, le plein air a pris de l'effervescence incroyable en ce moment. Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche à Maillot, c'est un endroit où on peut observer des arbres vieux de plus de 400 ans. Donc, oui, c'est quand même impressionnant et c'est accessible, moyennant certains frais, mais on peut y aller. Tout ce qui est raquettes aussi, ski de fond, on en a beaucoup. Tout ce qui est quad, motoneige aussi a connu beaucoup de popularité cette année. Là, on sait, on est entre deux. On espère que ça va durer encore un petit peu. On ne sait pas exactement quand la saison va se terminer. Mais bon, on se croise les doigts que ça dure un peu, mais pas trop. On veut quand même que... Arriver à l'été rapidement. Ah, oui, c'est ça. Et rapidement, tu as une dernière promenade pour nous qui est plus sur l'aspect sauvage. Oui, l'aspect sauvage, on le sait, hein, c'est une reconnexion avec soi en petite nation et la promenade sauvage, bien, c'est tout ce qui met de l'avant la faune et la flore. Donc, l'incontournable Parc Oméga s'y retrouve évidemment. C'est possible même de manger. En ce moment, là, oui, il y a les animaux au Parc Oméga qui sont toujours là, mais il y a aussi la cabane à sucre là, cette année là, qui vient d'ouvrir. Là. On peut se sucrer le bec à cet endroit-là aussi. On a les traîneaux à chiens pourraient durer encore un petit peu. Là, il y a certains traîneaux à chiens qui espèrent ouvrir jusqu'en avril, donc on le souhaite. Il y a tout ce qui est pêche aussi et chasse là, qui rentre dans la promenade sauvage. On a plusieurs pourvoiries sur le territoire. La réserve faunique Papineau-Labelle est un bon exemple. Donc ça aussi, là, ça fait partie de la promenade sauvage. Donc, avec tout ça, je pense que ces 5 promenades-là, ça prouve que
on ne peut pas s'ennuyer malgré le fait qu'on est en pleine pandémie. Là. On peut sortir à l'extérieur et profiter de la belle température et autant faire les activités à l'intérieur malgré tout. Effectivement. Mais c'est important aussi de se renseigner avant même de se déplacer, s'assurer que c'est ouvert, s'assurer des heures d'ouverture et tout ça. Donc, je te remercie grandement d'avoir été parmi nous pour nous avoir donné envie d'aller se promener, d'aller vraiment explorer ce qui nous entoure. Et maintenant, on va poursuivre avec notre entrevue avec André Raymond. Merci beaucoup, André, d'être parmi nous pour nous parler de l'organisme communautaire Entraide d'œil de l'Outaouais. Et c'est un organisme qui est d'autant plus d'actualité en ce moment. Donc, c'est quoi, en fait, l'organisme Entraide d'œil de l'Outaouais? Ben, nous, on existe depuis près de 35 ans et notre mission, c'est vraiment d'aider les personnes à vivre leur deuil, les accompagner dans leur deuil. On ne fait pas de thérapie et c'est toujours suite au décès d'un être cher. On ne fait pas des séparations, divorces ou des choses comme ça. Puis il y a d'autres organismes qui existent pour le deuil au niveau périnatal. Alors, on ne s'occupe pas de ça non plus. Et qu'est-ce qui a mené à sa création en 1987? Oh, c'était notre fondatrice qui avait suivi un cours avec Jean Montbourquette et puis elle avait décidé de la première personne qui l'appellerait puis qui aurait besoin d'aide, ça serait ça. Et ça a été au niveau du deuil. Donc, super. C'est parti comme ça. Puis là, vous offrez 2 groupes d'entraide et de soutien. Oui. Il y a un groupe qui est vraiment plus axé sur des groupes réguliers et d'autres que c'est plus des groupes thématiques. Oui. Alors, le groupe régulier, c'est 11 rencontres avec un programme structuré, défini, qu'on a adapté pour le mettre en Zoom parce qu'il y a une période de pandémie. Et donc, puis pour ce groupe-là, les participants, on leur demande d'avoir vécu au moins 4 mois après le décès pour pouvoir aller en profondeur. L'autre groupe, qui est des rencontres thématiques, il y a une courte présentation et on va ensuite laisser les gens parler sur qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à ce thème-là. Donc, il n'y a pas à ce moment-là de contraintes au niveau du délai. Il y a toujours un délai. Pour les rencontres thématiques, il n'y a pas de délai. Pour les rencontres régulières, il y a toujours un minimum de 4 mois après le décès, mais c'est important que les gens nous appellent quand ils ont besoin d'aide pour qu'on puisse vérifier s'il y a des bonnes oreilles autour d'eux ou d'elles, mais sinon, on va les faire rencontrer de nos bénévoles pour les aider dans ça. Et c'est quoi la fréquence des rencontres pour les groupes réguliers? C'est une rencontre par semaine. À date, par Zoom, c'est les mardis. Et on va commencer les groupes le 16 mars, donc pour 11 semaines. Et il y a toujours une présentation du thème. Et après ça, on divise les gens par type de perte, donc perte de conjoint, perte d'enfant, perte d'un parent au sens large. Et ils vont être regroupés avec des animateurs qui ont vécu ces pertes-là dans des petites salles que permet Zoom. Et puis, ils reviennent à la fin pour qu'on fasse un cercle de clôture que nous, on appelle, et les gens peuvent s'exprimer sur comment ils ont vécu la soirée. Donc, si je comprends bien, les groupes réguliers, c'est des groupes fermés. Vous êtes combien de personnes à peu près dans ces groupes? Pour Zoom, il n'y a pas de maximum parce qu'on peut les diviser en petits groupes. Mais dans la vraie vie, ça serait 10. Mais dans les groupes virtuels, on va s'organiser pour qu'il soit 8, 9 participants par type de perte qu'on va envoyer en petits groupes. Donc, même si on peut être 30 ou 40 au début, après, ils vont être en petits groupes parce que nous, notre objectif, c'est vraiment que les gens puissent s'exprimer parce que la grande règle dans le deuil, c'est extérioriser. On pense à parler, bien sûr, on pense à pleurer. Des fois, on a besoin d'écrire, puis c'est disponible même à 4 heures du matin quand on n'oserait pas réveiller personne. Des fois, on a besoin de crier parce qu'on vit de la colère ou on a besoin de taper dans son matelas parce qu'on vit de la rage. Mais l'important, c'est que les émotions sortent.
Donc, ça, c'est vraiment votre objectif principal chez Entraide d'œil de l'Outaouais. Pour les groupes réguliers, comme vous avez mentionné, il y a une date d'inscription pour participer à ces groupes-là. Mais sinon, vous avez également la date d'inscription qui est le 16 mars. Oui. Et puis, on va recommencer les groupes thématiques le 22 avril. Super. Et dans les groupes thématiques, justement, ça, c'est ouvert. Dans le fond, des gens peuvent s'ajouter et venir. De n'importe où. OK, c'est ça, exactement. Puis là, durant la pandémie, vous faites ça également à distance par Zoom. Oui. On le fait en octobre en présentiel à Hall. Puis ça va dépendre des contraintes qu'on va avoir, mais nous, on ne peut pas les faire dans nos locaux. Il y a une salle qu'on peut faire dans notre édifice qui permet d'avoir des tables de 8 pieds. Donc, les gens ils peuvent être à chaque bout de la table. Fait que c'est sûr qu'ils gardent la distance. Et entre les tables, il y a des distances aussi. Et Buckingham et Saint-André-Avelin, mais ça va dépendre de c'est quoi les règles sanitaires à ce moment-là. Mais je sais qu'entre autres, à Saint-André-Avelin, c'est fermé actuellement. Fait qu'on ne peut pas, nous, au complexe Wessel, y aller. Alors, donc, ça règle le cas pour tout de suite. Mais on peut recevoir des gens de n'importe où, de ces régions-là, du Pontiac, de Québec, de n'importe où. Et rapidement, c'est quoi les thématiques que vous allez aborder durant les rencontres thématiques? Les rencontres thématiques, on peut parler du vide, on peut parler de l'héritage, on peut parler de la culpabilité, de la colère. Donc, c'est des sujets. Puis le deuil animalier, qui va être la dernière rencontre, va être le 1er avril. Et après, on va recommencer, comme je disais, le 22 avril pour reprendre les thèmes. Donc, c'est vraiment, en fait, vous êtes un organisme de soutien et c'est important de ne pas rester seul. Il y a des ressources pour les gens qui sont en deuil. Et donc, je vous remercie grandement d'avoir été parmi nous. Et on peut toutes retrouver vos informations sur votre site web. Également, pour s'inscrire, vous avez différents numéros de téléphone qu'on va mettre à l'écran. Donc, un énorme merci d'avoir été parmi nous. Et si vous aviez un dernier message pour les gens qui sont en deuil en ce moment? Bien, de ne pas hésiter à nous contacter parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent pour acquis que le 4 mois, c'est un obstacle. C'est pour travailler en profondeur. Mais si on n'a pas leur appel, on ne peut pas les rappeler. Super. Et ça serait triste qu'ils nous appellent après que le groupe fermé ait commencé. Bien, un grand merci d'avoir été parmi nous et c'était tout pour l'émission Stéphanie. de Stéphanie s'informe. À la prochaine. OK, bye-bye, merci.